Bienvenue pour cet événement de lancement de mon nouveau livre Le travail déplacé, plaidoyer pour une démocratie managériale sans lieu, récemment publié aux éditions Classique Garnier. J'en profite pour remercier les directeurs de collection, en particulier Bérangère Sotac, pour son accompagnement précieux dans la rédaction et la publication de cet ouvrage. Alors, le travail déplacé est un ouvrage qui reprend un certain nombre de conférences réalisées dans le cadre du cours Transformation du travail et numérique. Et ces conférences sont mises en ordre, accompagnées d'une introduction. Et je vais vous proposer aujourd'hui une petite présentation de cet ouvrage. Alors, pourquoi parler du travail déplacé? Je pense qu'aujourd'hui, le travail est largement déplacé. Et je pense également que les modes d'organisation du travail sont très largement déplacés. Tout d'abord, et plus que jamais, le travail est en mouvement. Il est même parfois nomade, je pense aux nomades digitaux. Et de plus en plus, en tout cas pour les travailleurs qui peuvent le faire, notamment les travailleurs de la connaissance, le travail se fait aujourd'hui souvent à la maison. Il est télétravail. Deuxième tendance, le travail est déplacé car il s'appuie sur des infrastructures et des données lointaines, déplacées, invisibilisées, éloignées de la situation immédiate de travail. Tous et toutes, nous travaillons sans le savoir. Dès que nous utilisons des technologies numériques, nous contribuons à produire des données qui permettent le travail de plateformes, d'outils d'IA, d'algorithmes qui vont stocker, traiter et vendre ces données. Et enfin, troisièmement, le travail est déplacé au sens où il est questionné, de plus en plus contesté pour absolument tout ce qu'il est censé être. Un effort, un labeur, une transformation destructrice. Travailler, c'est consommer de l'énergie notamment. Un non-sens, un objet insuffisamment partagé, un mode de vie trop exclusif, vidé de sens, une forme de rupture générationnelle. Donc, pourquoi ce titre, Le travail déplacé? Pour ces trois raisons, pour ces trois tendances dont j'ai principalement exploré historiquement et philosophiquement les conséquences. Alors sur l'aspect historique, je vais vous proposer maintenant un bref panorama, une brève exploration de l'histoire du travail, des modes d'organisation du travail en France et dans les pays occidentaux en général, en partant du Moyen Âge pour arriver jusqu'à la période contemporaine. Alors au Moyen Âge, si on prend un long Moyen Âge, un très long Moyen Âge, on est sur une période de l'histoire où le travail est essentiellement labeur. On est sur une période de l'histoire où il n'y a bien sûr pas de distinction entre vie privée et vie professionnelle. On est dans un monde dominé par des communautés, des guildes, des corporations. Et d'un point de vue spatial et temporel, on est dans un monde fait de réduction, c'est-à-dire il n'y a pas de progression, le temps ne se déploie pas, on ne progresse pas dans l'espace. Euh, on est dans un éternel retour vers une forme de pureté originelle. On cherche même à libérer les forces qui permettent de revenir à cette pureté originelle. Évidemment, tout cela est très théologique. Donc, on est dans un monde qui n'est pas standardisé, qui n'est pas uniformisé, mais qui, quelque part, pour des raisons religieuses, théologiques, partage la même ambition de retour à une pureté spatiale et temporelle originelle. Il faut réduire les choses au sens étymologique. On passe ensuite à une deuxième période avec la modernité. C'est en fait une période qui s'installe dès la fin du Moyen Âge. Euh, euh, alors, on entre dans une période où l'entreprise commence à se développer, elle va même finir par acquérir une personne morale. On entre dans une période où s'installe une distinction entre vie privée, vie professionnelle, l'intime, le public. Ça, c'est un mouvement indissociable, bien évidemment, de la modernité. On entre dans une période où progressivement l'organisation du travail
s'institutionnalise, où progressivement le phénomène managérial lui-même s'institutionnalise. C'est le moment de la grande séparation entre conception et exécution du travail, ce qui va être au centre du management scientifique et du Fordisme. Et enfin, je pense que à partir de la fin du XXe siècle, sur la base de techniques et de pratiques qui, en fait, pour la plupart, s'installent avec et après la Seconde Guerre mondiale, on rentre dans un monde plus globalisé, on rentre dans un monde où la distinction entre le privé et le public a tendance à se flouter. On assiste à une forme de retour à ce qu'on peut rappeler des communautés. Les visages et les formes du travail se multiplient, il est gratuit, fluide, et très important, il a tendance à se défixer. Autant la modernité prolongée a été un moment d'installation de la firme, avec un dedans, un dehors, la mise en place de la pointeuse, des postes de travail, la mise en place d'outils de travail lourds, autant cette troisième période est celle d'une grande défixation avec des outils numériques de plus en plus légers, de plus en plus mobiles, de plus en plus près du corps, avec des infrastructures numériques qui couvrent la totalité de la planète et donc qui permettent finalement de travailler de n'importe où et à n'importe quel moment. Donc ça, c'est le grand mouvement de défixation qui est au cœur du processus de déplacement que j'ai évoqué précédemment. Alors on pourrait illustrer la thèse de l'ouvrage de la façon suivante. On a d'un côté des lieux du travail qui se démultiplient, qui sont de plus en plus des espaces-temps éphémères, de plus en plus connectés par des infrastructures numériques. En parallèle à ça, on a plus que jamais des expertises organisationnelles qui s'établissent, des grands lieux de conception, des infrastructures, des pratiques, des normes qui permettent la connectivité au travail et qui permettent tout simplement le travail lui-même. Donc on a ce grand cercle qui continue à avoir un dedans et un dehors et qui est rempli de connaissances managériales, d'expertise, de plus en plus d'expertise sur la collecte, le traitement de la data et la mise en place d'outils et d'infrastructures d'IA et d'algorithmie qui permettent de faire fonctionner l'infrastructure. Et donc on a une forme de déplacement épistémique. Voilà, on a de plus en plus de personnes qui, sans le savoir, produisent le cœur de la connaissance qui est au cœur de notre capitalisme, connaissance qui sert à concevoir des procédures de travail, qui sert à mesurer, explorer les modes de consommation pour vendre des connaissances, notamment à des sociétés de marketing. Donc on a plus que jamais un grand déplacement épistémique vers ces expertises organisationnelles. Et puis dans ce monde de plus en plus hyper individualisé, collaboratif plus que coopératif, on a la mise en place d'un certain nombre de compensations avec un management sur la troisième période qui de plus en plus se psychologise et va proposer des compensations psychologiques, va être attentif au bien-être individuel. Il va proposer des accompagnements multiples des salariés pour faire face à ce seul ensemble, à des formes de solitude qui se démultiplient. Et puis à gauche des expertises organisationnelles, on a tous les acteurs qui sont au cœur quelque part de ces expertises organisationnelles qui ont tout intérêt à maintenir, même de façon invisible, un dedans et un dehors, en particulier sur la donnée, un certain nombre de cabinets de conseil, des technostructures internes d'entreprise, des écoles de commerce, des plateformes, les acteurs de l'IA, et bien évidemment tous les acteurs qui sont au cœur de ces données, qui sont quelque part importées, agrégées, loin du lieu de travail lui-même. Alors le projet du livre, Le travail déplacé, est de mobiliser des philosophes et des concepts philosophiques afin de mieux comprendre la persistance de cette grande séparation qui était évoquée sur mon transparent précédent. Plus précisément, il s'agit d'explorer les grands enjeux spatiaux et temporels, donc deux grandes dimensions philosophiques, de cette séparation autour des thèmes du corps, des techniques, en particulier des techniques managériales, de l'histoire du travail et de l'histoire des techniques qui sont au cœur du travail, de la narration et finalement
du politique au travail et par le travail. Voilà une des idées qui était importante pour moi quand j'ai lancé ce cycle de conférences, c'était d'avoir une réflexion sur les conséquences sociales et surtout politiques de cette grande séparation, de ce déplacement, et en particulier de comprendre les conséquences démocratiques de ce déplacement. Alors, vous avez sous les yeux ce qui correspond aux auteurs, aux espaces conceptuels du livre, et vous avez sous les yeux ce qui est également le plan du livre. Donc, constatant cette grande séparation, avec philosophiquement au cœur de cette grande séparation, une philosophie représentationnaliste, c'est-à-dire cette idée que les managers utilisent des techniques de représentation mises en système. Ces techniques sont interconnectées aujourd'hui et l'objectif des managers, c'est de mettre leurs techniques, leur contenu en termes d'information, en correspondance avec le réel, d'être au plus près des attentes des consommateurs, des attentes des salariés, de l'émergence de nouvelles techniques, de l'émergence de nouveaux produits, de nouveaux besoins des consommateurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la philosophie représentationnaliste, et elle sous-tend très largement le déplacement évoqué dans mon livre et dans mes recherches en général. Donc j'ai souhaité en faire un point assez récurrent de critique dans ces conférences et dans ces analyses. Alors, le livre est structuré autour de 7 chapitres qui, chacun, explorent des concepts philosophiques au cœur de la transformation spatiale et temporelle incarnée par cette séparation. D'abord, le corps, la corporéité, les émotions, les affects, en particulier avec un philosophe qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty, très connu pour avoir contribué à la phénoménologie. Donc j'ai repris un certain nombre de ses travaux, de ses concepts, des travaux et des extraits peu connus où il parle des techniques, d'histoire des techniques, de philosophie des techniques, parfois même de management. J'ai également, dans un deuxième chapitre, exploré les recherches philosophiques de Simondon, en particulier ce qui est lié à son premier livre et sa thèse de doctorat sur le mode d'existence des techniques, le mode d'existence des techniques, en particulier de gestion et d'organisation du travail. Dans le cadre d'un troisième chapitre, j'ai souhaité m'intéresser plus spécifiquement à l'expérience de travail, au caractère ordinaire de l'expérience de travail, mais également de l'expérience de consommation, pour souligner le caractère ordinaire de notre capitalisme en général. Une des grandes forces à l'œuvre dans notre capitalisme, un de ses grands ressorts, c'est l'éternel retour à l'ordinaire. Voilà, capitalisme, les entrepreneurs, les managers lancent en permanence de nouveaux procédés, de nouveaux produits, et immanquablement, irrésistiblement, ces nouveaux procédés, ces nouveaux produits retombent dans une expérience ordinaire, redeviennent ordinaires. Donc j'ai souhaité, notamment avec un philosophe qui s'appelle Ralph Waldo Emerson, revenir à cette expérience ordinaire. Le quatrième chapitre est davantage l'occasion d'essayer de qualifier l'histoire elle-même du travail et de ses modes d'organisation, en particulier à partir des travaux de Michel Foucault, du philosophe Michel Foucault. Donc là, j'ai essayé de comprendre comment on pouvait élaborer une généalogie du travail. Comment est-ce qu'on pouvait comprendre les continuités, les discontinuités à l'œuvre dans l'histoire du travail et ses modes d'organisation. Quel sens donner aux points de rupture qui apparaissaient dans certaines séquences du cours. En quoi ces points de rupture au XXe siècle, au XIXe siècle, plus récemment, reconfigurent le présent, mais surtout les passés et les futurs. Voilà, il y a des éléments dans la philosophie de Michel Foucault qui sont particulièrement précieux pour faire cette exploration. Le sixième chapitre est l'occasion de revenir sur la question des temporalités, en particulier de l'instant, à partir des travaux du philosophe Jean Kelevitch. C'est aussi l'occasion d'essayer de comprendre ce qui, autour ou dans l'expérience de travail et l'expérience professionnelle, pouvait relever d'une expérience, d'un charme,
qui quelque part va au-delà du travail et de l'expérience de travail elle-même. Le cinquième chapitre est certainement celui qui est le plus lié à mes recherches personnelles. Il porte sur le capitalisme comme machine, au sens de Deleuze et Guattari, c'est-à-dire comme système d'interruption. Une des idées que je trouve intéressante à creuser derrière le travail et l'organisation du travail est l'idée que notre capitalisme crée de la valeur à partir de rythmes, à partir d'interruptions qui vont cultiver des formes d'impatience. Voilà, vous êtes sur YouTube, vous regardez une vidéo, bah, vous pouvez à un moment être exposé à une publicité, vous allez devoir la supporter. Tout est fait pour la rendre insupportable, mais on vous donne la possibilité de passer d'un freemium à un premium. Donc vous payez pour éviter cette interruption et être dans ce qui devient au bout d'un moment une nécessité quasi physiologique, c'est-à-dire une expérience fluide. Voilà, votre navigation sur les réseaux sociaux, votre expérience de la vie doit être la plus fluide possible. Euh, les interruptions, les moments de suspense, les cliffhangers sont savamment agencés pour cultiver une forme d'impatience qui est finalement l'espace-temps lui-même de la commodification, de l'avancée du capitalisme. Et on peut considérer qu'aujourd'hui, une bonne partie des modes d'organisation du travail et des modes d'organisation du capitalisme de façon plus générale sont centrés sur cette forme de rythmologie d'interruption. Et donc voilà, je reviens aussi dans ce chapitre sur des parallèles liés à une herméneutique des mille et une nuits. Voilà, c'est un texte que j'ai toujours trouvé absolument passionnant, bien au-delà de ce que le grand public en connaît par Walt Disney. Il y a une sagesse philosophique et politique que j'ai trouvé très intéressante à évoquer ou à rappeler. Et enfin, le septième chapitre, pour moi, est un point d'aboutissement, puisque au-delà du corps, des techniques, de l'expérience, de l'histoire, des machines, de l'instant, il est l'occasion de réfléchir de façon plus générale aux conséquences politiques de toutes les transformations et de tous les enjeux qui ont été évoqués précédemment, et de revenir à travers un certain nombre de philosophes, de Locke à Sieyès, de revenir sur la question de la démocratie, en rappelant que la question de la démocratie et son histoire est étrangement indissociable de l'histoire de l'entreprise tout court. Voilà, et dans le livre, j'essaye de proposer une alternative, de construire une alternative qui part du représentationnalisme, de l'obsession représentationnelle du management, pour valoriser davantage les médiations suggérées par les pragmatistes, partir non pas des données du passé, comme obsession politique, mais plutôt des conséquences d'expérimentation collective, plutôt de ce qu'il y a devant, euh, et pas de ce qui est en arrière de l'activité collective, c'est-à-dire les données. Alors, en conclusion de ce bref événement de lancement, j'aimerais d'abord évoquer le grand éclatement de l'espace-temps du travail et de ses modes d'organisation. Ça, c'est ce qui m'a frappé dans ces années d'exploration avec le cours TTN de l'histoire du travail, dans ces années de discussion avec un certain nombre de grands témoins. On en a rencontré plus de 140 chefs d'entreprise, entrepreneurs, activistes, spécialistes des transformations du travail, et de façon générale, le retour était fréquemment lié à cet éclatement de l'espace-temps des modes d'organisation du travail. Ces fragments d'activité sont par ailleurs plus connectés et étirés que jamais. Voilà, les infrastructures, l'IA jouent un rôle très important dans la connectivité et la connexion de ces événements de plus en plus distribués. On est de plus en plus dans un monde où le travail et la consommation se font data. Au-delà de ça, plus politiquement, la démocratie en entreprise ou dans les organisations ne suffit plus. Il faut aujourd'hui cultiver euh, une démocratie au-delà de lieux où elle est supposée être a priori. Les modes de vie de plus en plus nomades et distants renouvellent ainsi radicalement la question démocratique. C'est ce que j'évoque notamment dans la conclusion du livre. La machine épistémique du management, voilà, plus que la production de compétences, notre management, des cabinets de conseil
aux écoles de commerce, en passant par des grands réseaux du management ou certains éditeurs de produits managériaux, la grande machine épistémique du management est plus que jamais emplacée quelque part. Elle est quelque part avec un dedans et un dehors, c'est la condition même de ces modèles économiques. Elle a besoin de dehors et de dedans pour commodifier la data. Au moins sur le mode de l'alternative, je pense qu'aujourd'hui, il faut déplacer au moins une partie importante de la production des connaissances et surtout des compétences managériales. Il est également nécessaire de déplacer l'ingénierie des modes alternatifs d'organisation pour en faire des objets plus sociétaux et transorganisationnels, de conversation, de débat, d'innovation. On peut penser au rôle que jouent et pourraient jouer davantage les plateformes coopératives, les tiers-lieux, les communautés open source avec des objets plus managériaux, un renouvellement de l'éducation managériale comme acteur du libre et de philosophie ouverte autour d'approches plus expérimentales du management. Attention cependant à des formes de démagogie qui auraient pour but d'éradiquer totalement l'expertise. Voilà, je pense qu'on est dans des mondes aujourd'hui où on ne peut pas être expert spécialiste en tout, on ne peut pas collectivement développer des formes d'intelligence collective. Il y a des domaines du nucléaire, par exemple, question importante sur lesquelles il y a des personnes qui ont développé pendant de nombreuses années, avec un doctorat ou d'autres processus d'études, une expertise qu'une intelligence plus collective peut difficilement supplanter. Et je pense qu'au-delà de formes d'intelligence collective, les solitudes individuelles sont aussi, au moins ponctuellement, très saines pour une démocratie. Les grands débats sociétaux, de la crise climatique aux catastrophes géopolitiques, en passant par les chocs technologiques, l'IA, et la crise du sens au travail, rendent ce contre-déplacement particulièrement urgent. On est face à des questions que j'ai souhaité évoquer dans ce livre qui sont extrêmement urgentes. Et pour finir, des philosophes pragmatistes comme John Dewey, Mary Parker Follett ou James Mead peuvent être de précieux alliés dans cette direction. Les collectifs de travail doivent devenir ou redevenir ce que John Dewey appelait des communautés d'enquête, alliant l'inquiétude, mais aussi le doute. Voilà, je vous remercie très fortement pour votre présence, votre patience et votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des commentaires ou des questions à l'adresse devojani@dauphine.fr. À très bientôt.